Donc bonjour à tous, donc je suis Léa Grédigui et j'interviens aujourd'hui devant vous donc pour vous proposer une présentation sur le rebond. Donc voilà, donc un des thèmes donc, qu'on propose dans le cadre du cabinet Overreach, c'est les nouveaux outils qui ont été mis en place par le gouvernement pour traiter les difficultés. Peut-être un petit rappel de contexte de pourquoi ces nouveaux outils ont été mis en place par le gouvernement. On avait en mars 2020, donc le début de la période Covid, on avait finalement la plupart des professionnels des entreprises en difficulté anticipaient énormément d'ouverture de procédures collectives avec d'entreprises qui allaient déposer le bilan avec une vague, voilà, on imaginait vraiment une vague très importante de procédures. Vague qui n'a pas eu lieu car le gouvernement a mis en place de nombreuses aides et le bras armé finalement du gouvernement, notamment a été la mise en place du PGE qui devait s'arrêter normalement en décembre 2021, mais qui a d'ailleurs été prorogé jusqu'en juin 2022 compte tenu de l'évolution de la crise sanitaire. Et donc pendant toute cette période, compte tenu de l'intégralité des mesures qui ont été mises en place par le gouvernement, on avait un peu une période où les entreprises qui étaient viables au départ du confinement ont été maintenues pendant cette période-là. Et l'objectif aujourd'hui du gouvernement en France, mais aussi dans tous les gouvernements en Europe, c'est d'anticiper cette sortie de crise sanitaire et de permettre aux entreprises qui étaient viables à l'origine du confinement de pouvoir continuer leur activité malgré la fin, finalement, lorsqu'on aura débranché les perfusions et toutes les aides qui ont été mises en place. Voilà. Ensuite, donc notre cabinet a une petite présentation et pourquoi j'interviens devant vous aujourd'hui. Avant de m'associer au cabinet Overreach en août, j'ai été dans le cabinet White Case où j'ai pu accompagner notamment la société Rally, qui était je suis intervenue dans le dossier Rally, conseil des prêteurs. Donc c'est une société holding du groupe Casino, donc il y avait plus de 500 millions d'euros de dettes et on a mis en place dans ce cadre-là une sauvegarde pour traiter les dettes, également Conforama et d'autres dossiers. Nous sommes donc un cabinet qui intervient en procédure collective, en difficulté, mais plus largement en droit des sociétés, en droit des affaires, en droit social. On est 4 associés, donc on a une expertise assez large dans tout droit des affaires. Pour tout ce qui est contact vraiment entreprise en difficulté, donc on intervient avec mon associé Sébastien Toré, qui est plus en Martinique, et moi je suis plus sur la partie Guadeloupe, voilà, depuis août. Donc ensuite, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc déjà, quand il y a difficulté, première chose à faire, le bon réflexe, c'est de tout de suite savoir identifier ces difficultés. Comment est-ce qu'on les identifie? C'est premièrement piloter sa trésorerie. Il est extrêmement important de pouvoir au jour le jour connaître sa trésorerie et de mettre en place aujourd'hui un prévisionnel qui prend en compte l'impact de la crise sanitaire, aussi bien l'impact de la crise sanitaire que sa sortie. Donc c'est vrai que les entreprises, c'est important qu'on puisse avoir au jour le jour, qu'on puisse suivre la trésorerie pour pouvoir anticiper ces difficultés à venir. Ensuite, après, il faut comprendre quelle est la nature de ces difficultés pour pouvoir les traiter. La nature des difficultés, ça peut être soit financière, ça peut être structurelle, opérationnelle, sociale ou conjoncturelle. Est-ce que c'est dû juste à la crise? Une fois qu'on a identifié ces difficultés, il est très important de tout de suite avoir un dialogue. Un dialogue déjà avec ses associés, c'est important. Ses principaux partenaires, ça peut être les fournisseurs, ça peut être les impôts, ça peut être voilà, les différents contractants. Il est important d'avoir un dialogue avec ces différents acteurs. Il est également important de se retourner donc, vers un expert comptable ou avec un avocat pour pouvoir savoir quelles vont être les prochaines étapes, qu'est-ce qu'il faut faire en réalité. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit rappel de l'arsenal français sur comment est-ce qu'on peut gérer ces difficultés. Il y a plusieurs choses qui existent en droit français pour traiter les difficultés et pour accompagner le débiteur vers une sortie de la crise, vers une sortie de ces difficultés par différentes voies qui ont été mises en place par le législateur. Premièrement, il y a les procédures qui sont confidentielles ou semi-confidentielles, qui sont le mandat ad hoc ou la conciliation. Dans ce cadre-là, on a soit un mandataire, soit un conciliateur qui est désigné et qui va aider le débiteur et ses créanciers à trouver un accord. Quand on est au stade du mandat, l'intérêt, c'est que le mandat, il est complètement confidentiel, contrairement à la conciliation, qui, lorsqu'il est homologué, on perd un peu la confidentialité, car les personnes peuvent être au courant que vous avez été dans le cadre d'une conciliation, car l'accord final est homologué. Mais ça a quand même un vrai avantage, l'accord homologué, ça permet deux choses. Premièrement, ça donne aux créanciers un avantage qu'on appelle le privilège de new money. Ça veut dire qu'en cas
de procédures ultérieures, ils vont être mieux classés. Si par exemple en cas de liquidation ou de vente de l'entreprise, ils seront mieux classés que d'autres créanciers qui n'auront rien. Donc c'est une sorte de sûreté qu'on va donner à ces créanciers. Donc ça incite le crédit. Les créanciers ont tout intérêt, on va voir après, mais il y avait tout intérêt à prêter en conciliation car ils étaient mieux protégés en cas de difficultés postérieures. Voilà, donc c'était vraiment l'avantage de la conciliation homologuée. Il y a ensuite après 3 autres procédures, des procédures collectives, car il y a vraiment un arrêt des poursuites. Le débiteur va être une sorte de bulle protectrice pendant une certaine période qui va lui permettre d'envisager l'avenir plus sereinement. Il y a notamment la sauvegarde. Donc la sauvegarde, c'est demandé uniquement sur le cas du débiteur si le débiteur n'est pas en situation des paiements, c'est-à-dire qu'il est capable de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Et là, il y a une période d'observation de 12 mois. Qu'est-ce qu'une période d'observation? C'est une période pendant laquelle les créanciers antérieurs ne peuvent pas poursuivre et ça donne le temps au débiteur d'arriver à un accord avec ses créanciers. Là, dans le cas d'un plan de sauvegarde, le seul accord qu'on peut avoir, c'est un plan. Donc un plan, ça veut dire que les créances peuvent être soit étalées, soit il peut y avoir un abandon de créances, il peut y avoir toute une série de mesures qui vont être prises en compte, qui vont être prises entre le créancier, les créanciers et son débiteur dans le cadre de ce plan. Ensuite, il y a le redressement judiciaire. Donc là, on passe un cap au-dessus, c'est lorsque la société est en cession des paiements. Ça veut dire qu'elle ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il y a des différences par rapport à la sauvegarde. Déjà, il peut y avoir une partie des salaires qui va être prise en charge par l'AGS, qui est l'organisme de prise en charge dans ces cas-là qui intervient pour prendre en charge les salaires le mois avant le dépôt du bilan. Et c'est un peu différent car dans ce cadre-là, en tant que société, on peut potentiellement perdre son entreprise, qu'elle peut y avoir une cession totale. Ça veut dire que si le débiteur ne peut pas mettre en place un plan qui puisse être accepté par l'intégralité de ses créanciers, il sera peut-être contraint de devoir céder son entreprise. C'est une éventualité, c'est le plan de cession, c'est la cession de l'intégralité de son entreprise, mais on préserve tout de même l'intégralité et l'entité qu'était l'entreprise. Contrairement à la liquidation judiciaire, où il peut y avoir effectivement une cession totale, mais il peut y avoir aussi une cession partielle, et là, on est plus une cession un peu à la casse, où on ne préserve pas forcément la valeur de l'entreprise, et on ne préserve pas non plus les salariés. Donc, c'est vrai que souvent, la solution privilégiée, ça va être le redressement, soit avec un plan de redressement, on étale les créanciers, ou un plan de cession, comme ça permet de préserver l'entreprise. Ensuite, donc, fort de ce constat, donc il y avait tout cet arsenal qui existait, mais le législateur se dit oui, mais il n'y a peut-être pas assez de procédures, peut-être qu'il y a des procédures notamment pour les plus petites entreprises. Ces procédures sont un peu compliquées, elles sont un peu lourdes, il y a des délais qui sont assez longs, etc. Donc ils ont réfléchi pour mettre en place une nouvelle procédure, et donc ça fait partie des nouveaux instruments qu'a mis en place le gouvernement pour projeter la fin de la crise sanitaire. C'est justement, qu'elle porte bien son nom, la procédure de traitement de la sortie de crise sanitaire. Donc cette procédure de sortie de crise sanitaire, elle a été instituée le 31 mai 2021. Alors normalement, elle aurait dû être en vigueur le 1er juin 2021, c'est-à-dire applicable aux procédures en 1er juin 2021. Le problème, c'est que les décrets d'application ont été publiés le 16 octobre, donc il y a environ un mois. Donc on a, autant dire, très peu de recul sur cette procédure. Je pense que le gouvernement s'est dit que de toute manière, là aujourd'hui, on peut le voir, on voit aussi bien, on voit aux Antilles ou en métropole, il y a très peu de procédures collectives, donc ils sont de toute manière, la crise dure un peu, donc on a encore un peu de temps, car cette procédure-là aura vraiment pour but, aura vraiment tout son intérêt lorsque, il va y avoir des PGE à rembourser qui vont commencer à devoir être remboursés en mars 2022, et 2, l'arrêt de la possibilité de pouvoir bénéficier de ces PGE-là. Alors, quelles sont les conditions d'ouverture pour pouvoir être éligible à cette nouvelle procédure? Premièrement, donc c'est les conditions applicables aux procédures collectives déjà existantes, donc notamment par exemple être une société commerciale. Donc toutes les sociétés commerciales peuvent prétendre à l'ouverture d'une procédure collective. Il faut un débiteur qui n'excède pas certains seuils. Donc c'est moins de 20 salariés et un total de passifs hors capitaux propres inférieur à 3 millions. Donc en gros, on vise les petites et moyennes entreprises. Ça n'a pas pour but des grandes entreprises, mais tout ce qui est petites et moyennes entreprises pourra se mettre sous cette procédure-là. Il faut un débiteur qui est en état de cessation des paiements, c'est-à-dire qui est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, mais qui est à jour de ses créances salariales. Et ça, c'est une grosse différence, parce que dans les procédures classiques type redressement, quand on a cessation des paiements, on peut ne pas être à jour de ses créances salariales et faire prendre en charge par l'assurance des garanties des salaires
ces créances sociales, voilà, c'est eux qui interviennent, ceux qui passent en cause des créances sociales pour tout ce qui est antérieur à l'ouverture de la procédure collection. C'est quand même une différence. Ensuite, il faut un débiteur qui établit des comptes réguliers et sincères. Et ensuite, c'est un débiteur qui justifie de sa capacité à pouvoir déposer un plan avec tous ses créanciers dans un délai très réduit parce que la période d'observation est seulement de 3 mois. Donc, il faut déjà, en amont, avoir préparé. Donc, on imagine qu'on peut avoir fait une petite conciliation avec ses principaux créanciers pour pouvoir déjà être en mesure assez rapidement, après la conciliation, de pouvoir très vite être en mesure de déposer un plan. C'est ce qu'on fait sur la sauvegarde accélérée, qui a une période d'observation très courte. Les principales étapes. Donc déjà, cette ouverture-là, elle est vraiment réservée aux débiteurs. C'est une procédure qui a été faite vraiment pour les entreprises, pour sauver les entreprises qui étaient viables avant, et on leur donne que aux débiteurs, contrairement au redressement ou à la liquidation, où on peut être assigné par un créancier extérieur, par exemple, où le ministère public peut demander l'ouverture. Donc c'est assez différent. Ensuite, une fois que la procédure a été ouverte, il y a une période d'observation très très courte, parce qu'on voit que les autres procédures, c'est entre 12 et 18 mois. Là, elle est seulement de 3 mois. En réalité, il y a 2 mois, on fait un petit point avec le tribunal et on reproroge d'1 mois. Qu'est-ce qu'il va devoir faire le débiteur? Il va devoir établir la liste des créances. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion, mais quand vous avez des co-contractants qui ont pu être en difficulté, normalement, qui être en procédure collective, vous avez une obligation, normalement, vous, de déclarer vos créances dans un délai de 2 ou 4 mois, selon là où l'entreprise est située. Et ça, donc c'est 2 ou 4 mois, et ça vous permet en fait après d'être reconnu. Si vous ne déclarez pas vos créances, c'est très important, il faut toujours bien regarder quand vous pensez qu'un sous-contracteur a des difficultés, il faut bien déclarer ses créances, parce que sinon vous êtes inopposable et vous ne serez pas pris en compte dans le plan. On pourra ne jamais vous rembourser en réalité, donc c'est très important de déclarer. Dans cette procédure-là, il n'y a pas ce mécanisme de déclaration des créances en réalité. C'est-à-dire que c'est le débiteur qui va établir une liste, et c'est sur cette liste-là qu'il va y avoir un projet de plan. Et en sachant que le projet de plan ne pourra pas contenir les créances salariales, puisque les créances salariales, de fait, normalement, doivent être payées. Et ensuite, le tribunal, à l'ouverture de la procédure, va devoir nommer un mandataire, en sachant que c'est un mandataire de justice. Ce n'est pas ni un administrateur judiciaire, ni un mandataire judiciaire. Enfin, c'est l'un ou l'autre, parce que normalement, le rôle est désigné. Ça veut dire que quand vous ouvrez un redressement judiciaire, vous pouvez avoir un administrateur judiciaire qui va surveiller ou administrer, et vous avez toujours un mandataire qui va être là pour gérer le passif, justement, qui va permettre de dire cette créance-là, ok, on la prend, cette créance-là, on la prend pas parce qu'il n'a pas déclaré, etc., etc. Ensuite, il va falloir arrêter le plan. Donc, une fois qu'on a toutes ces créances, que le plan a été présenté par le débiteur, le tribunal va se réunir et c'est lui qui va dire, ok, le plan assure la pérennité de l'entreprise, on peut l'homologuer. En sachant que la durée du plan, comme le plan de sauvegarde ou le plan de redressement, il ne peut pas excéder 10 ans et on retrouve n'importe quelle mesure qu'on peut avoir en plan de redressement ou de sauvegarde, c'est-à-dire des délais de paiement, des remises ou des conversions en capital potentiellement. Il faut savoir que le plan ne peut concerner que les créances nées antérieurement et elle ne peut pas concerner les créances salariales, comme dit plusieurs fois. Qu'est-ce qui se passe en cas d'échec de la procédure? En cas d'échec de la procédure, dans ce cas-là, il y a une ouverture d'une nouvelle procédure. Donc, soit s'il y a une attestation des paiements, notamment par exemple de redressement ou de liquidation qui pourra être ouverte à la demande soit du ministère public, soit du mandataire de justice, soit du débiteur. Quel est l'objectif en réalité de cette procédure? Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait, c'est vraiment permettre aux petites et moyennes entreprises qui ont connu des difficultés en raison de la crise sanitaire, mais qui étaient parfaitement viables, de pouvoir finalement sortir de la crise sanitaire sans en subir trop fort les effets, en leur permettant d'étaler leur passif exigible sur une durée plus longue. Ça permettra d'avoir des créances qui sont étalées sur 10 ans et de donner un certain souffle aux débiteurs. Cette procédure, bon, le gouvernement, je pense qu'il a voulu bien faire, il a voulu créer le maximum d'outils possibles pour les débiteurs. En pratique, déjà, on n'a pas beaucoup de recul, parce que ça vient d'être ouvert, ça vient d'exister, donc les décrets d'application ont été parus très tard. Et en plus, c'est surtout une incertitude assez importante sur comment est-ce qu'on va traiter le passif. Autant sur le sauvegarde et le redressement, on est assez habitué à comment est-ce qu'on traite. Là, on ne sait pas trop. Finalement, il y a plein de zones d'ombre dans cette procédure. On ne sait pas ce qui se passe si le débiteur, par exemple, c'est à lui de donner la liste des créances. Qu'est-ce qui se passe finalement s'il donne une liste des créances qui n'est pas exhaustive? On dit juste que le mandataire de justice, s'il s'en aperçoit, il doit le dire au juge commissaire. Mais c'est tout. On ne sait pas ce qui se passe.
On pourrait imaginer finalement un plan à deux vitesses. On pourrait dire le débiteur ne transmet que les créanciers, par exemple, titre PGE, bancaire, mais il paye ses créanciers fournisseurs parce qu'il en a besoin. Et on sait très bien que quand on étale des créanciers fournisseurs sur plusieurs années, ben, ils disent OK, mais je vous livre plus. Donc c'est très compliqué. Donc, est-ce qu'on pourrait faire ça? Est-ce que ça sera validé par la jurisprudence? Peut-être, on ne sait pas, ça pourrait être l'intérêt de cette procédure, mais en tout cas, ce n'est pas clairement dit, si c'était l'objectif. Il n'y a pas vraiment de sanction, donc on est un peu dans un flou juridique et ça serait bien effectivement que le législateur précise un peu sa pensée de cette procédure à la suite des différentes critiques que les professionnels de justice ont pu émettre. Donc ça c'est un premier outil qui a été créé par le gouvernement. Autre bras armé du gouvernement pour faire face à cette sortie de crise et pour l'envisager, et ça en fait c'est un mouvement qui est européen, parce qu'on a une réforme là très récente des procédures collectives en France, donc de toutes les procédures que j'ai pu vous énumérer avant dans le premier slide. Toutes ces procédures ont été réformées à la suite d'une directive européenne qui avait pour vocation de modifier les procédures européennes. Donc c'est sous cette influence-là et pour sauver les entreprises, toujours dans cette idée. En fait, l'idée vraiment de toutes les réformes qui ont été prises au cours de la crise sanitaire, c'est vraiment de sauver ces entreprises, de leur permettre potentiellement de se faire aider par les différentes procédures que j'ai pu vous identifier, de traiter les créanciers, de sauver ces entreprises qui étaient totalement viables, mais qui ont souffert la crise sanitaire de plein fouet. Donc, c'est une ordonnance qui est très récente, c'est pour ça voilà, que j'ai proposé de faire cette présentation. C'est une ordonnance qui est entrée en vigueur le 1er octobre et avec des décrets qui ont été publiés au JO le 24 septembre 2021. Donc, les nouvelles procédures, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les nouvelles procédures qui seront ouvertes à compter du 1er octobre 2021 pourront bénéficier de ces nouveaux articles de loi. Donc, c'est très intéressant pour toutes les nouvelles entreprises car ça donne quand même pas mal de nouvelles perspectives pour les débiteurs. Alors, je vous ai pris une petite sélection. Je n'ai pas tout présenté parce que bon, il y avait des choses qui pouvaient être un peu techniques et qui, à mon avis, ne vous intéressaient pas. C'est un peu pour vous donner une sorte de, pour que vous puissiez un peu comprendre l'essence de cette nouvelle directive, un peu comprendre ces différentes directives, mais sans, voilà, c'est pas exhaustif parce que j'ai pris ce qui pour moi était les plus intéressants dans la réforme. Donc, la procédure de conciliation. Donc, je vous ai expliqué, une procédure de conciliation, c'est une procédure qui est confidentielle tout le long et qui va être potentiellement devenir plus ou moins publique. On sait que vous avez fait l'objet d'une procédure de conciliation si l'accord est homologué. Dans cette procédure de conciliation, on avait un outil qui était assez intéressant, c'est la possibilité pour le débiteur de saisir le président du tribunal à l'origine de la procédure et de lui demander de faire application de l'article 1343-5, c'est-à-dire les délais de grâce. Donc on pouvait, en fait, quand un créancier, on avait une dette qui était échue et on avait une créancier qui nous mettait en demeure, donc une dette échue et exigible, on pouvait saisir le président du tribunal pour demander au débiteur d'avoir des délais de grâce qui pouvaient avoir jusqu'à 2 ans. Ça permettait quand même de voir venir parce que ça permettait de pouvoir étaler certains créanciers qui nous mettaient la pression et qui ne nous permettaient pas d'avoir une procédure de conciliation tranquille, entre guillemets, de pouvoir saisir le président du tribunal et les étaler. Et on le faisait assez souvent, c'est vrai que ça pouvait nous arriver de le faire et ça permettait de respirer pour le débiteur. C'est vrai que le gouvernement a compris que c'était très utile, mais qu'on était quand même assez limité, parce qu'on avait un problème souvent, c'est que parfois les créanciers ne nous mettaient pas en demeure. Donc on savait qu'on avait une dette exigible, donc qui caractérisait entre guillemets la cessation des paiements, mais le créancier ne nous mettait pas en demeure, et donc s'il ne mettait pas en demeure, on ne pouvait pas appliquer cet article 1343-5. Le gouvernement a légèrement changé sur 2 points. Premièrement, il a dit que si un créancier qui ne mettait pas en demeure, mais qui refusait une proposition du débiteur de suspendre l'exigibilité, plutôt du mandataire ou du conciliateur de suspendre l'exigibilité, on pouvait faire application des délais de grâce pour 2 ans. Le législateur est même allé plus loin. Même pour les dettes non échues, on pouvait demander une suspension, mais seulement pendant la durée de la procédure. Ça permettait, c'était quand même limité, parce qu'on ne pouvait pas faire sur 2 ans sur les dettes qui n'étaient pas échues. Ça aurait été un peu, voilà, ça aurait été vraiment hyper important. Donc là, il faut quand même que la dette non échue, si elle est non échue, on limite à la durée de la procédure, c'est-à-dire 5 mois. Cette conciliation, ça peut au maximum durer 5 mois. Et donc ça, c'est quand même assez utile pour les praticiens. Et quand vous avez une procédure de conciliation, ça permet d'avoir un souffle, notamment par exemple pour les bailleurs. Ça permet également aux bailleurs de pouvoir avoir un certain souffle et de ne pas remettre en cause les contrats de baux, par exemple. Donc c'est assez intéressant pour les bailleurs.
Quelles sont les modifications importantes pour les procédures de sauvegarde et redressement? Déjà, il y a eu une volonté de réduire la procédure de sauvegarde. La procédure de sauvegarde, à l'époque, ça pouvait être 18 mois. Quand la procédure de redressement, on pouvait avoir une période d'observation de 18 mois. Aujourd'hui, on l'a réduite et c'est 12 mois maximum. Pourquoi? Il y a une volonté d'aller vite en réalité. Il y a une volonté de sortir plus vite de la procédure de sauvegarde pour éviter que le débiteur un peu reste comme ça dans une sorte de marasme avec les créanciers. On n'arrive pas à trouver un accord. Là, ça permet d'avoir une sorte d'ultimatum. On sait qu'au bout de 12 mois, il faut sortir. Sinon, il peut y avoir un redressement ou une liquidation judiciaire, ce qui est en général toujours moins préférable pour un créancier. Donc, ça met une sorte de pression aux créanciers pour les obliger à avoir un plan assez rapide. Ensuite, qu'est-ce qui a créé? Alors, la création d'un privilège post-monnaie. Alors ça, c'était quelque chose qui a été vraiment demandé par les praticiens, qu'on demandait depuis très longtemps. Pourquoi on le demandait? Parce qu'en fait, on avait, donc je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y avait un vrai élan pour les créanciers de prêter dans le cadre d'une procédure de conciliation. On trouvait des financements en conciliation. Je pense qu'il y a plusieurs groupes qu'on a pu suivre, donc j'étais chez White & Case avant. On a pu suivre pas mal de groupes et on trouvait assez facilement, avec des fonds qui avaient l'habitude ou des banques qui avaient l'habitude, mais on trouvait des financements en période de conciliation parce que les banques étaient protégées par ce privilège de new money, qui pouvait être intéressant avec d'autres sûretés, telles par exemple que les fiducies sûretés. En revanche, quand on arrivait en sauvegarde et en redressement, on arrivait à avoir du mal à trouver, on avait vraiment du mal à trouver des financements disponibles. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y avait pas ce privilège-là. Et donc, ça posait problème dans le cadre des procédures. Donc, le gouvernement l'a entendu et il a créé un privilège qu'on appelle le privilège post-monnaie. C'est un privilège, en fait, c'est-à-dire quand vous êtes un créancier et que vous prêtez pendant la période d'observation et qu'ensuite vous prêtez ou pendant l'exécution du plan, dans ce cadre-là, vous bénéficiez d'un privilège. Deux choses, ce privilège, premièrement, vous êtes mieux classé en cas s'il y a une liquidation par la suite ou un plan de cession, vous êtes mieux classé dans les rangs. Et surtout, s'il y a une autre procédure qui s'ouvre, par exemple un redressement derrière ou une autre procédure de sauvegarde a posteriori, vous ne pouvez pas être étalé pendant 10 ans. On doit forcément vous demander votre accord. Donc, vous avez un vrai pouvoir de blocage en cas de procédure, s'il y a une procédure après qui s'ouvre. Voilà, donc c'est vraiment l'objectif, c'était de favoriser l'accès au crédit pour les entreprises qui étaient en sauvegarde ou en redressement. Ensuite, alors, c'est vrai que là, ça c'est un point un peu plus technique peut-être et qui est plus sur les gros groupes de sociétés, mais bon, je vous en parle quand même parce que c'est très intéressant et que c'est vraiment la mesure entre guillemets phare de cette réforme-là. C'est vraiment, voilà, ça a été ce qu'on a mis en avant, c'est cette mise en place de classes de parties affectées. Donc, qu'est-ce qu'on avait avant? Avant, pour les grosses sociétés ou pour les gros groupes, on devait mettre en place des comités de créanciers. Ça veut dire que vous aviez un plan qui était proposé par le débiteur, il devait le proposer à ses créanciers et pour accepter ce plan, les créanciers étaient réunis en comité de créanciers. Il y avait un comité d'établissement de crédit et un comité des fournisseurs. Il y avait ces deux grands comités qui devaient forcément voter oui. Et il y avait un problème, c'est parce que par exemple, on pouvait se retrouver avec les règles des majorités à avoir des créanciers finalement qui n'avaient quasiment rien, qui n'avaient pas beaucoup de sûreté, mais qui dans un comité pouvaient complètement écraser des créanciers qui étaient ce qu'on appelait dans la monnaie. Qu'est-ce que ça veut dire être dans la monnaie? Ça veut dire être un créancier qui, compte tenu de la valeur de l'entreprise, aurait eu quelque chose, aurait été remboursé si on cédait demain la société en liquidation. Ça veut dire que si aujourd'hui, par exemple, on n'est pas en redressement, on n'est pas en sauvegarde, mais on est en liquidation, que je cède l'entreprise, le prix de revient aurait permis de désintéresser ces créanciers-là. Donc on disait qu'ils étaient dans la monnaie. Contrairement par exemple aux créanciers parfois qui étaient seulement chirographaires, donc des créanciers qui n'avaient aucune sûreté. Et ces créanciers-là, on disait qu'ils étaient plus dans la monnaie parce que s'ils étaient cédés demain, ils n'auraient plus rien eu. Ils n'auraient rien eu entre les AGS, les créanciers qui auraient été privilégiés, etc. Et donc, on se retrouvait dans une situation un petit peu grotesque, j'ai envie de dire, avec des créanciers qui auraient été mieux traités en liquidation que ce qu'ils ne sont en sauvegarde ou en redressement, alors qu'en pratique, ils devraient être mieux traités dans ce genre de procédure. C'est pour cela qu'on a un peu changé, on est sorti de ces classes de parties affectées pour prendre en compte la valeur de l'entreprise et on a arrêté les comités de créanciers et on a mis en place ces classes de parties de créanciers. Alors, dans quel cas c'est obligatoire, ces classes de parties affectées?
Premièrement, lorsqu'on met en place une procédure de sauvegarde accélérée. C'est une procédure de sauvegarde qui est beaucoup plus rapide, ça permet souvent de prendre un accord dans le cadre d'une procédure de conciliation. On a une conciliation et après, on n'a que 3-4 mois, un peu comme la procédure de sortie de crise que j'ai pu vous présenter. Lorsque cette procédure-là, elle est obligatoire avec des classes lorsque l'entreprise atteint certains seuils, notamment lorsqu'on a 250 salariés et 20 millions de chiffre d'affaires ou lorsqu'on a 40 millions de chiffre d'affaires. Donc c'est vrai que c'est des sociétés assez importantes, mais la loi a un petit peu changé, car avant c'était seulement une société, donc c'était assez difficilement atteignable. Mais là, maintenant, ça va être le groupe de sociétés. Ce qui permet, par exemple, quand c'est vrai que j'étais chez White & Case, c'était un peu compliqué par un moment, on se retrouvait sur Rallye, qui était la société holding d'un énorme groupe de sociétés, mais qui n'atteignait pas les seuils en elle-même, alors que son groupe l'atteignait. Et donc, finalement, on se retrouvait dans une procédure comme une procédure pour une petite entreprise, alors qu'en réalité, c'était le holding d'un groupe de plusieurs millions de chiffres d'affaires et plusieurs centaines de milliers de salariés. C'est pour ça qu'on a légèrement changé la loi sur ce point-là. Pour créer ces classes de parties affectées, on doit distinguer entre plusieurs types de créanciers, entre les créanciers qui ont des sûretés réelles, des créanciers chirographaires et les créanciers qui sont détenteurs de capital. Ça veut dire les actionnaires en réalité, principalement. Ensuite, comment est-ce que ce plan est adopté? Le plan, une fois il est adopté, c'est assez simple, par toutes les classes à la majorité des 2/3, pas de problème, et les créanciers dissidents, ils bénéficient quand même de certaines protections. Premièrement, que c'est le meilleur intérêt des parties affectées, ça veut dire que la situation n'aurait pas été moins favorable en cas de liquidation ou avec un autre plan de restructuration qui aurait pu être proposé. Et les parties affectées au sein de chaque classe ont une communauté suffisante d'intérêts. Ça veut dire qu'on peut avoir autant de classes que de communautés d'intérêts. Il faut être assez proche. Par exemple, potentiellement, des créanciers bancaires ne vont pas être avec des créanciers obligataires. Sûrement, parce que c'est quand même assez différent. Ils n'ont pas exactement les mêmes droits, c'est pas exactement la même organisation. Donc, on va y avoir pas mal de classes qui vont être créées. Donc, ça va être assez compliqué pour les premières années. C'est l'administrateur judiciaire qui va avoir la responsabilité de créer ces classes-là. Et ça va être, à mon avis, un casse-tête pour savoir qu'est-ce qu'une communauté d'intérêt. C'est quand même pas facile. Il va falloir que la jurisprudence se fasse. Ensuite, après, le cas est un peu plus compliqué lorsqu'on a une classe qui refuse. Et ça vient du droit anglais finalement, c'est la possibilité d'écraser une classe. On appelle ça le first class cramdom. Ça veut dire qu'on peut écraser une classe. Et donc là, c'est possible dans certains cas, s'il y a au moins une classe qui est à des sûretés réelles ou qui n'est pas chirographaire, ou s'il y a au moins une classe de parties affectées qui est dans la monnaie. Ça veut dire qui aurait eu de l'argent si on était en liquidation ou en plan de cession classique. Et ensuite, il faut respecter la règle de priorité absolue, selon laquelle, c'est-à-dire qu'il y a une classe dissidente de créanciers inférieure, elle doit intégralement être remboursée. Ça veut dire qu'il y a une classe qui a dit non et que vous avez dit oui, mais qu'en soi, cette classe-là, elle est mieux que vous, elle doit forcément être remboursée avant vous. Ça évite de spoiler certains créanciers. Donc voilà, donc de mon côté, voilà, j'ai fini un peu de présenter tous ces nouveaux outils. Je n'ai pas présenté forcément le PGE, c'est un outil qui était un peu ancien, c'est pas un nouvel outil qui a été créé, il a été créé en mars. On pourra potentiellement refaire, si vous le désirez, une autre présentation pour présenter un peu le PGE, comment est-ce qu'il sera remboursé, etc. Mais c'est très dense, ça fera l'objet, je pense, d'une autre présentation, ça peut redurer 1 heure, vu que c'est quelque chose d'assez compliqué, le PGE en lui-même. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, bonjour. En fait, je me posais la question, ça m'a peut-être échappé, mais sur la procédure collective, collective, ça veut dire que c'est plusieurs entreprises qui vont… Ah, ouais. Alors non, pas exactement. En fait, ce qu'on appelle procédure collective, c'est en fait, qu'est-ce que cette procédure collective? En fait, les procédures collectives, c'est toutes les procédures que j'ai pu vous présenter au départ de ma présentation. La procédure collective, en fait, c'est une entreprise qui va être concernée. Ça veut dire que si vous, en tant qu'entreprise, vous avez des difficultés, vous pouvez faire appel à cette procédure collective. Et pourquoi est-ce qu'on appelle collective? C'est parce qu'en réalité, ça va imposer une discipline collective aux créanciers. Notamment, par exemple, dans le cas de la sauvegarde, du redressement et du redressement notamment, ils ne pourront pas vous poursuivre. Ça vous donne une sorte de bulle. C'est-à-dire que pendant 6 mois, 12 mois ou 18 mois, le temps de la procédure, ils ne peuvent plus vous poursuivre. Et une fois après qu'ils sont dans le cadre d'un plan de redressement ou dans le cadre d'un plan de sauvegarde, il ne peut plus y avoir d'action à votre encontre sur la base de ces créances-là. C'est pour ça qu'on dit que c'est une procédure collective, parce que tous les créanciers
sont soumis à cette procédure-là et doivent respecter ces règles-là. Je ne sais pas si c'est plus clair du coup. Ok, oui, merci. Voilà. Mais voilà, chaque entreprise peut vraiment bénéficier. Et d'ailleurs, il y a une règle en procédure. Donc, dans ces procédures collectives, c'est bien, on ouvre une procédure par société. Donc, chaque société, on va ouvrir une procédure. Donc, si vous avez un groupe, par exemple, de 5-6 sociétés, on peut très bien avoir 5-6 conciliations, par exemple, pour pouvoir traiter tous les créanciers de ces différentes sociétés-là. Si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on peut, on peut arrêter là. Voilà, sauf si vous avez. Voilà, ok, donc certains m'ont dit ok pour l'envoi de la présentation, bon, parfait. Voilà, et après, je ne sais pas, peut-être que pour les personnes présentes, est-ce que ça vous intéresserait aussi une présentation sur les PGE? Parce que je sais que certains, il y en a pas mal aux Antilles qui ont pu bénéficier des PGE et c'est parfois un petit peu compliqué de savoir quand est-ce qu'on les rembourse, comment, quelles sont les règles applicables. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui pourrait intéresser les participants de cette, voilà, de la réunion. Ok. Donc, je vois que ça intéresse certaines personnes, donc parfait. Parfait. Bah, donc, je note, je pense que bah, je vais reproposer ce qu'on s'était dit avec, avec les organisateurs donc, de la réunion donc, pour le PGE. Ok, bon, bah écoutez, bah, merci beaucoup. Je pense qu'on peut tous se déconnecter si vous n'avez pas d'autres questions. Je vous enverrai la réunion et du coup, effectivement, on pourra effectivement établir une autre réunion pour la présentation des PGE. Écoutez, merci encore et bon courage avec les derniers événements. Oui, bah parfait. Oui, j'ai vu qu'il y avait des questions sur les PGE. Oui, il est prorogé. Alors, peut-être juste une dernière question avant de raccrocher. Pour le PGE, il est prorogé normalement jusqu'en 2022. Donc, voilà, je pourrais un peu en plus en dire, mais effectivement, il est prorogé en tout cas pour pouvoir en bénéficier, bénéficier de ce PGE. Mais on pourra effectivement avoir une autre présentation où je vous présenterai le PGE parce que j'en ai fait pas mal. Donc, du coup, normalement, j'ai pas mal. Donc, voilà, on pourra échanger dessus si vous avez des questions. Bon, bah, écoutez, merci en tout cas d'avoir participé à cette réunion ce matin. Bonne journée et puis et voilà. Au revoir.